salle ou en ligne, bienvenue à ce 25e Miam. J'espère que vous allez bien. C'est l'automne, l'été est derrière nous, et c'est un peu le sujet du jour. On va parler d'innovation pour les personnes qui sont à l'automne de leur vie. Et comment, à l'aide de la technologie et de la collaboration humaine, on peut rendre cette période plus douce et bien l'accompagner. Je m'appelle Gaëlle Hermans, je suis conceptrice pédagogique à la direction de l'enseignement et l'Académie CHUM, et j'ai le privilège d'animer ce panel qui porte sur le cycle de l'innovation. Nous avons la chance d'avoir avec nous 4 acteurs et actrices de ce cycle. Le Dr Quoc Dinh Nguyen, médecin gériatre et chercheur au CHUM, également référent médical et cofondateur d'Eugéria. Il porte un regard clinique et scientifique sur l'innovation, en lien direct avec la réalité de ses patients et patientes, les personnes aînées. Nous avons aussi Valérie Larochelle, cofondatrice d'Eugéria, une entreprise qui développe des solutions concrètes et accessibles pour soutenir l'autonomie et la qualité de vie des personnes âgées et de leurs proches. Nous accueillons également Caroline Carignan, infirmière au sein du SUS de l'Ouest de Lille, qui accompagne au quotidien des patients et patientes en maintien à domicile et apporte une perspective terrain précieuse. Et finalement, Mathieu Broder, directeur adjoint, gestionnaire au SUS de l'Ouest de Lille, qui pilote l'implantation des projets d'innovation et connaît de près les enjeux organisationnels et stratégiques. Aujourd'hui, à la lumière de leurs expertises, nous allons explorer la compétence d'application du cycle de l'innovation et comment différentes personnes travaillent ensemble pour faire cheminer une innovation de l'idéation jusqu'à sa pérennisation en tenant compte des réalités humaines complexes comme le vieillissement. Je vais comparer ce processus, ce cycle que nous allons découvrir à une grande table ronde. Au centre de la table, il y a le soin. Autour, on retrouve le ou la patiente, ses proches et toute une équipe, gériatres, infirmières, gestionnaires, proches aidants, concepteurs et conceptrices de la technologie. Chacune parle une langue différente, chacun a ses priorités, mais pour que la solution fonctionne, il faut écouter, traduire et relier toutes ces voix. C'est ce qui permet de créer un projet cohérent, adapté et réellement utile. Notre point de départ aujourd'hui, un constat bien connu des équipes en gériatrie et en maintien à domicile. Le besoin des personnes âgées augmente, la population de personnes âgées va également augmenter beaucoup au cours des prochaines années, mais les ressources, elles, ne suivent pas toujours. Pour illustrer ce cycle de l'innovation, nous avons choisi un exemple concret, l'horloge connectée. Je suis un peu perdue, excusez-moi. Le CHUM utilise aussi cette technologie, mais l'expérience du SUS de l'Ouest de Lille en service de maintien à domicile est particulièrement riche pour notre propos. Nous allons donc découvrir ensemble comment cette innovation a été pensée, testée, adaptée, implantée et fait aujourd'hui partie d'un service en évolution et surtout comment chaque personne autour de la table contribue à en faire une réussite. J'invite maintenant le Dr Nguyen à introduire le sujet et à partager avec nous la genèse de la démarche, en commençant par la déclaration de conflit d'intérêts. La parole est à vous. Merci beaucoup, docteur. Bien, bonjour à tous. Merci de l'invitation et bon midi. Avant de commencer, déclaration de conflit d'intérêts. Comme il a été mentionné, je suis cofondateur et expert médical de la compagnie Eugéria qui a développé le produit dont on parlera un peu aujourd'hui. J'ai aussi reçu des fonds de la Fondation Saputo pour des projets de recherche distincts et des subventions gouvernementales. Et si on commence. En fait, je vous dirais que je me considère assez chanceux de pouvoir faire de la clinique et de la recherche parce que ça permet de prendre un pas de recul. Quand on est dans le feu de l'action, si je faisais de la clinique 100% du temps, j'aurais peut-être pas le temps de prendre du recul. Puis si on le prend, prenons quelque chose de très commun là, quand on pense au vieillissement. À raison, on pense beaucoup à la maladie d'Alzheimer qui est assez fréquente. Puis si on est clinicien, d'habitude, on y pense, puis on se dit, bon, il faut que je diagnostique la maladie, puis il faut que je pense aux approches thérapeutiques, là, donc parlons des médicaments, puis un peu ce que vous voyez, diagnostic, médicaments. Puis comme gériatre, je ne suis pas né en voulant devenir gériatre, mais c'est un processus. Ce qui m'a attiré beaucoup en gériatrie, c'est la cognition. Puis, à force de diagnostiquer, de voir des patients, de communiquer, on se rend compte que la gériatrie, c'est bien plus que la cognition. Il y a tout ce qui vient autour qui est important. Un peu comme traiter la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas juste trouver le médicament, trouver le diagnostic, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour, toutes les conséquences de cette maladie d'Alzheimer sur l'autonomie, la mobilité, sur le réseau de soutien qui est extrêmement important, mais qui aussi subit les contre-coups de ce diagnostic-là.
c'est les proches aidants, c'est les compensations au quotidien, comment faire pour que cette personne qui oublie puisse réaliser ses activités. En fait, on se rend compte, quand je pense à la gériatrie, puis pourquoi je continue à faire ça dans mon temps clinique, c'est que c'est tout le reste de la vie. Fait qu'on parlait de l'automne, une saison, un climat, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Puis dans le fond, la gériatrie, ce à quoi on s'intéresse, c'est pas juste les maladies, c'est la personne et son environnement. Puis peut-être un petit exemple, quand je vois des patients en clinique, je passe peut-être 1 minute à parler d'un médicament pour 5 minutes à parler de tout le reste. Et pourtant, je voudrais faire tout le reste. Puis je suis quand même confiné au CHUM dans ma pratique clinique. Et tout le reste, c'est là qu'on voit que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer vient souvent avec une fracture dans la vie, c'est un choc. Mais il y a une autre fracture dont on parle aujourd'hui, puisqu'on parle d'IA et de technologie, qui est la fracture numérique. Je vous donne des petits exemples ici. Là, on a un pendentif détecteur de chute, on a le fameux Dispil, que probablement beaucoup d'entre vous connaissez, on a des post-it sur le frigo. Ça, un peu, c'est des petites technologies, entendons-nous, mais c'est ce qu'on a et c'est ce qui, souvent, peut aider les patients qui ont besoin d'un médicament à les prendre correctement. Parce qu'encore une fois, traiter la maladie d'Alzheimer, c'est pas juste trouver le diagnostic, trouver le médicament, mais c'est d'assurer que le médicament se retrouve chez la personne, que la personne mange et tout ça. Pourtant, juste à côté, vous voyez la technologie et l'IA. Puis bon, je prends des exemples vraiment pas si technologiques que ça pour illustrer mon propos. Ça, c'est mon calendrier. Il n'est pas si rempli, tant mieux. Puis en haut, il y a qui est là au bureau. Puis on me l'impose de savoir qui est là au bureau, mais puis après ça, il y a la Apple Watch à côté. Tout ça s'intègre, tout ça fait des rappels, tout ça est, en bon français, seamless. Et pourtant, c'est peut-être pas là qu'il y a les plus grands besoins. J'ai peut-être pas besoin de savoir qui est au bureau. J'ai peut-être pas besoin d'avoir tout sur ma poignée. Alors que les personnes âgées que je vois, quand j'essaie de les aider, quand ils sortent de mon bureau, ils ont des besoins. Et encore, il y a une grande scission, une grande discordance entre la technologie et les gens qui en ont besoin. Et pour vrai, les besoins sont immenses. Encore une fois, une personne âgée, avant d'être âgée, elle est une personne, puis avant d'avoir la maladie d'Alzheimer, c'est juste une personne âgée. Fait que tout son quotidien qui est chamboulé, c'est des besoins qui peuvent être technologiques. Et encore, on est au MIAM. Si on veut essayer de réaliser le potentiel de la technologie, et quel est l'objectif d'en parler aujourd'hui? Bien, l'objectif, je pense, c'est d'intégrer les besoins et le potentiel. Et pour ce faire, puis je pense que ce sera les propos qu'on aura aujourd'hui, bien, il faut intégrer. On parle beaucoup du potentiel d'avoir des données et de l'intelligence artificielle, mais et des données, il y en a beaucoup, de l'hétérogénéité, de la variation, il y en a beaucoup au sein du quotidien des personnes âgées. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à amener ça, à traduire ça à une réponse clinique, à une réponse pour le quotidien des personnes âgées, ça ne fonctionnera pas. Il y a l'idée de la personnalisation, de l'innovation, qui, encore, on fait beaucoup à l'extérieur des personnes âgées et qu'on aurait intérêt, je crois, à amener auprès des proches. Et dans le fond, je souhaite qu'en trame de fond, des concepts comme un design centré sur l'utilisatrice, j'ai pris le féminin volontairement, l'adaptabilité, la rétroaction, l'empathie, comprendre la personne qui est en face de nous, des mots comme interdisciplinaire puissent être reflétés dans nos propos. Parce que, en gériatrie, je vous dirais, on sait que, comme on s'intéresse à une personne âgée, son quotidien, on ne peut pas être l'expert tout seul. On a besoin de travailler en collaboration au sens premier, là, pas juste « bonjour, comment ça va », mais de collaborer, donc travailler ensemble à chaque instant. Puis c'est un peu l'objectif. Si je me ramène sur le plancher des vaches, reprenons cette patiente à qui j'ai diagnostiqué une maladie d'Alzheimer. Je sais qu'elle a de la difficulté avec ses médicaments. Je sais qu'elle ne sait pas tout le temps c'est quoi la date d'aujourd'hui. Comment moi je peux faire comme gériatre, au-delà des médicaments, au-delà du diagnostic, pour faciliter sa vie et faciliter la vie des personnes qui sont autour d'elle? J'inclus autant les proches aidants, disons famille, que le système de la santé, les soignants en soins à domicile. Sur ce, avec tous ces thèmes-là, je vous présente une petite vidéo qui présente un peu la solution dont on parlera aujourd'hui. Il y a 1 an, j'ai perdu mon épouse est décédée. C'est elle qui s'assurait que j'avais tout ce dont j'avais besoin. C'est après son décès que là, j'en ai perdu un peu. Entourée de ses souvenirs et de la bienveillance de ses filles,
Jacques Tremblay vit dans une résidence pour aînés depuis 4 ans. Et il espère y vivre encore longtemps. Puis papa a eu des problèmes de santé qui ont fait en sorte qu'il y a eu une perte d'autonomie assez rapide. Ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, mon autonomie. D'une journée à l'autre, on perd le sens des jours. Pour tenir tête aux années qui passent, Jacques Tremblay s'est armé d'un déambulateur et d'un dispositif de téléassistance au cou. Et pour ne pas céder aux caprices de la mémoire, il utilise désormais l'horloge IDEM. Lire. Ce que vous appelez horloge, c'est un écran là, qui me donne l'heure du jour, la date et aussi quel jour. Ce système me rappelle de prendre mes médicaments. C'est sûr que ça enlève beaucoup de soucis. Ça brise l'isolement social. Hein? Si on est en voyage, on peut envoyer un message, on peut envoyer une photo. L'horloge est connectée à un portail géré par le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. Ce matin, il a bien pris ses médicaments. À distance, l'infirmière surveille les activités et les interactions d'une trentaine de bénéficiaires de ce projet pilote. C'est un produit qui va être bénéfique pour plusieurs situations, même en service social, pour que les travailleurs sociaux puissent communiquer avec les résidents, organiser des rendez-vous, faire des suivis. Et les résultats de ce projet pilote ont été concluants au point où il pourrait être déployé ailleurs dans la province. Dans nos estimations, autour d'un 100 000 $ qui aurait été économisé en faisant ce type d'approche-là. Dans un projet de 5 à 6 mois, on a économisé à peu près 6 000 visites à domicile d'une durée de 15 à 20, 25 minutes par visite. C'est dans cette entreprise que l'idée de créer l'horloge IDEM est née en 2018. Le premier baby boomer va avoir 85 ans en 2030. Et le dernier baby boomer va avoir 85 ans en 2050. Donc oui, présentement, il y a un vieillissement de la population, mais ce vieillissement-là va s'accélérer dans 5 ans, encore plus. Une trentaine d'employés planchent sur des solutions technologiques adaptées. Ce qui est difficile dans le trouble neurocognitif, c'est de faire du design pour un cerveau qui réfléchit différemment. Donc souvent, ce n'est pas tant la technologie qui est difficile. Après l'horloge, le pilulier IDEM sera bientôt commercialisé. Avec l'application IDEM, on est capable de programmer l'horaire de chaque médication. C'est automatiquement synchronisé avec l'horloge. Prochaine étape, intégrer l'intelligence artificielle. Automatiquement détecter les bonnes et les mauvaises journées, puis adapter l'expérience utilisateur, autant pour la personne âgée, mais aussi pour les proches aidants, puis les professionnels de la santé. Ces solutions sont développées avec l'aide d'un médecin gériatre du CHUM. Évidemment, l'horloge ne peut pas remplacer 100 des soins à domicile, puis ça serait fou de penser qu'on soit capable. Sauf que l'horloge, dans certaines circonstances spécifiques bien choisies, peut éviter et décharger le professionnel de la santé. Pour Jacques Tremblay, ce nouvel outil semble convenir. Il l'aide même à se projeter dans l'avenir. Dans quelques mois, je serai rendu à 95. Et ça, c'est le 24 juin. Il y a une signification pour un petit Québécois comme moi. Voilà qui met vraiment bien la table pour notre panel. Vous avez pu voir nos 4 panélistes à l'écran sur la vidéo et les voilà qui me rejoignent sur scène. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Nous allons maintenant parcourir ce cycle de l'innovation en 6 étapes. Nous aurons ensuite une période de questions. Nous avons 2 micros dans la salle pour les personnes présentes et il y a un clavardage en ligne pour les personnes qui sont restées chez eux. On parle donc d'un projet d'horloge connectée. Vous l'avez vu sur la vidéo, Mathieu. Pouvez-vous nous donner un peu de contexte? Mais juste mettre un petit peu en contexte au niveau de l'horloge. C'est un projet qui a débuté d'un projet vitrine par le ministère de l'Innovation et le ministère de la Santé, supporté par MedTech+, qui nous a permis de faire un peu le lien avec notre CIUS, puis justement la compagnie Egeria IDEM, pour justement essayer une 50aine d'horloges numériques. Le produit était déjà sur le marché, mais on cherchait, nous, une vocation au produit pour le rendre dans notre réseau. C'est un peu ça qui est permis de faire, puis les exemples au courant des discussions vont se référer à ça. Merci beaucoup. On va donc démarrer notre cycle à la première étape. On va partir d'un besoin, ce qui va permettre de trouver une idée ou un problème, et puis on voudra y répondre. Comment ça s'est passé chez Egeria? Oui, parfait. Fait que si on retourne au tout début, là, la raison pourquoi on a réfléchi à cette horloge-là, c'est qu'on avait déjà dans notre portfolio une horloge, mais qui n'était pas connectée. Puis dans le cas de mon grand-père qui vivait avec de la démence vasculaire, cette horloge-là l'aidait énormément. Au lieu de demander 4 fois par jour si c'était l'heure du lunch à ma grand-mère, il se référait, il était capable de se situer dans le temps, ça enlevait beaucoup d'anxiété. Mais on ne pouvait pas à distance
Par exemple, à un moment donné, le téléphone était décroché, puis on aurait juste aimé ça envoyer quelque chose en disant « le téléphone est décroché, j'essaie de t'appeler ». On a des clients qui nous appelaient avec des situations très spécifiques où est-ce qu'une connectivité leur aurait permis de régler à distance justement un changement à une alerte qu'ils devaient mettre, un rendez-vous chez le dentiste, un message qui aurait dit « je viens luncher avec toi, ne mange pas avant que j'arrive ». Toutes sortes de petites situations comme ça où est-ce qu'on s'est dit « OK, bien, on a un produit ici, il y a un besoin. Le besoin, il est un peu répondu, mais pas tout à fait. Est-ce que c'est possible d'améliorer ce produit-là? » Et c'est des besoins que vous voyez aussi sur le terrain, Caroline. Oui, fait que nous, dans le cadre du projet MECTEC au sud-ouest de l'île, on a fait l'implantation des horloges dans certains domiciles, puis on a identifié des clients sur le terrain qui avaient besoin de rappel de médicaments, certains qu'on allait pour donner les médicaments, qu'on a redonné l'autonomie avec l'horloge. On a des clients avec des déficiences physiques, des gens très anxieux qui ont bénéficié aussi de l'utilisation de l'horloge pour retrouver une certaine autonomie. Donc notre besoin est bien identifié. On veut maintenant valider si c'est pertinent, si on va vraiment aller au bout de cette idée-là, passer à la deuxième étape. Comment validez-vous que les solutions technologiques répondent réellement aux besoins des personnes aînées, Dr Nguyen? Je pense que si souvent on vient avec une idée en tête ou on vient avec une technologie en tête, disons on parle de l'IA ou on parle des senseurs, etc., et les gens s'entendent pour dire qu'il y a un besoin. Je pense que le défi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes impliquées autour du besoin. Puis tout le monde parle un langage relativement proche, mais un peu approximatif en même temps. Fait qu'on a souvent l'impression que tout le monde est d'accord. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas creusé, qu'on n'a pas testé, qu'on n'a pas clarifié, j'ai l'impression que ça, souvent, c'est un des moments où on n'arrive pas à bien valider la pertinence d'une idée ou d'une implantation technologique. Fait qu'en réalité, c'est valider, parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a quand même une grande marge. Puis souvent, en général, peut-être dans d'autres milieux, on a tendance à tester avec une personne ou une personne type. Puis on dit, wow, 2, 3 personnes types devraient me suffire. Mais le point important, puis je me répète déjà, mais il y a la personne âgée, il y a son proche aidant, il n'y en a pas toujours un. Il y a les soignants, il n'y en a pas toujours un malheureusement. Il y a après ça plusieurs types de soignants différents. Et donc, si, quand on parle d'innovation en santé, on n'arrive pas à rallier tous ces gens-là autour de la pertinence d'une solution, ça ne risque pas de fonctionner. J'aime beaucoup la métaphore de la chaîne. On dit que c'est le maillon faible qui fait que la chaîne se brise. Mais ici, chacun de ces maillons, chacune de ces personnes-là qui comprend un besoin, si elle ne veut pas que ça fonctionne, la vérité, c'est que ça risque de ne pas fonctionner. Fait que quand on valide un besoin, il faut l'identifier, mais après ça, s'assurer que toutes les personnes impliquées soient en accord, soient partantes. Là. Donc on fait vraiment un vrai grand tour de table pour valider la pertinence des projets. On passe ensuite au fameux R&D, le développer et rechercher. Comment se passe ce processus chez Egeria? Quels sont les indicateurs, les objectifs? Oui, puis je vais rajouter sur valider la pertinence avec ce que le Dr Nguyen vient de dire. Dans le cas d'une personne âgée, tout le monde a vécu une vie différente, dans un contexte de vie différent. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui peut vraiment isoler aussi la personne. Fait que c'est quand même complexe de valider la pertinence, puis après ça, de faire la recherche et le développement, parce que justement, on ne peut pas se dire, ben c'est une fille entre 20 et 25 ans qui vient de sortir de l'université. On ne peut pas avoir un persona aussi clair qui, habituellement, quand tu fais de la recherche et développement, quand tu fais un nouveau produit dans une industrie, tu prends un persona pour commencer, puis après ça, tu ajoutes. Mais dans le cas de la personne âgée, ben c'est tout le monde. Dans le cas du proche aidant, c'est tout le monde et personne. Le proche aidant peut avoir n'importe quel âge, peut avoir n'importe quelle connaissance aussi technologique. Fait que si je prends maintenant la phase qui est recherche et développement, donc pour nous, cette phase-là, elle est extrêmement importante. Puis elle est importante aussi parce que il y a peut-être des chercheurs dans la salle, là, il y a une partie qui est dans la recherche. Je vais prendre un exemple très précis, mais sur notre horloge, les couleurs qu'on utilise, c'est dans une recherche qu'on a lue que telle couleur avec tel contraste se voit mieux dans la maladie d'Alzheimer. Fait que c'est pas, là, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, c'est une affaire de couleur, mais parce qu'on a choisi la bonne couleur, on augmente la probabilité que la personne va être capable de lire l'information, va être capable de comprendre cette information-là. Fait que c'est à travers plusieurs recherches qui sont faites dans le trouble neurocognitif qu'on vient chercher nos éléments de design et qu'on implémente ça dans la partie recherche et développement. Puis dans la partie recherche et développement, c'est là aussi qu'au niveau de l'intelligence artificielle aujourd'hui, puis là je ramène ça à valider la pertinence, comme chaque personne âgée est différente,
il y a des aspects de la personnaliser le produit qu'on ne pouvait pas s'imaginer avant, mais qu'on peut s'imaginer aujourd'hui parce qu'on a l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça. Fait que je vais donner un petit exemple. On avait lu dans nos premières recherches qu'une des meilleures façons d'attirer l'attention, c'était le bruit d'un oiseau. Parce que la personne se demande « Hey, où est-ce qu'il y a un oiseau? » Puis là, pour aller plus vers l'horloge. Mais peut-être pour quelqu'un, ça va fonctionner, puis pour quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnera pas. Fait que maintenant qu'on a des algorithmes, de l'intelligence artificielle, on peut s'imaginer de vraiment, dans la phase de R&D, d'essayer différentes choses comme ça, puis de réaliser que peut-être certaines personnes répondent mieux à un aspect, puis là, d'améliorer le produit de cette façon-là. Fait que c'est vraiment une partie importante du développement se fait là. Et puis, je rajouterais aussi, c'est intéressant que tu parles de la recherche scientifique telle qu'appliquée à l'entrepreneuriat, à développer cette solution technologique. Moi, je vais prendre la lentille de dire, je fais de la recherche le reste du temps, mais la recherche et développement dans une start-up ou une entreprise est quand même un peu différente. Puis peut-être quelques éléments de différence. C'est que peut-être la métrique numéro 1, c'est le nombre de cycles. Je pense qu'en recherche traditionnelle, le cycle est assez long. Tu as une idée, tu fais ton protocole, tu le conçois, tu demandes l'éthique, après ça, tu l'appliques. Après ça, tu as la réponse de ta recherche. Dans le monde entrepreneurial, ou quand je pense à comment on a développé l'horloge, le plus petit cycle, le mieux. C'est-à-dire, si tu es capable de mettre le développeur avec la personne sur le terrain et que ces gens-là se parlent rapidement. Puis on n'est même pas rendu dans l'expérimentation. Là, je parle vraiment juste à l'interne. Ça, c'est ça, la recherche et développement. Puis c'est peut-être ça la plus grande différence, le nombre de petits cycles que tu peux faire et la vitesse à laquelle tu essayes de les faire. Mais un point que je dirais qui est très commun entre la recherche, disons, que je fais traditionnellement comme gériatre et disons, l'aspect R&D à Eugéria, c'est l'interdisciplinarité. Une personne âgée, encore une fois, c'est pas juste une personne âgée avec la maladie d'Alzheimer, elle n'a pas juste la maladie d'Alzheimer, il y a tout ce qu'il y a autour, et pour que ça fonctionne, il faut des experts de tout ça. Et j'aime beaucoup l'analogie dans le monde du développement là, des expertises en T. T pour ton expertise principale. Moi, je suis gériatre, je pense que je suis un gériatre compétent. Puis après ça, il y a la barre du T. Comment tu es capable de parler aux gens à droite et à gauche, justement pour parler le même langage, puis voir le même objectif. Fait que ça aussi, je pense que c'est assez important quand on essaie d'implanter n'importe quelle technologie, incluant l'IA, d'avoir autour de la table des gens qui sont experts, mais aussi experts dans la vulgarisation latérale des autres personnes présentes. Ce que vous faites tous les quatre très bien avec nous. Pour cette étape 3, on retient donc vraiment un souhait de rechercher et développer, entre autres à l'aide de l'IA, pour personnaliser et des profils qui sont à la fois experts et ouverts à un panel plus large pour vulgariser. Entre l'étape 3 et 4, on va vouloir expérimenter. Avant d'implanter, on veut expérimenter notre idée. Et comment cette expérimentation permet-elle d'affiner les solutions et de mieux comprendre les besoins? On est encore entre les deux, au sud de l'ouest de l'île. Comment ça se passe? Mais je dirais au niveau de la phase d'expérimentation, ce qui est important, c'est que, tu sais, j'aime toujours l'exemple, cette horloge-là, cette technologie-là à la base, où ce démonstration-là est relativement simple. C'est une image, c'est simple, mais c'est ça qu'on recherche, c'est qu'on veut une simplicité d'utilisation pour nos usagers, nos personnes âgées, notre proche aidant, mais pour qu'après ça, on puisse générer justement cette expérimentation, aller chercher ce qu'on veut. Dans la phase expérimentale, je vous dirais, pour moi, je vois ça vraiment dans deux volets, parce que le volet personne âgée, proche aidant, il ne faut pas écarter les deux. C'est deux volets très importants pour moi, parce que il faut arriver à faire l'acceptation de l'outil par l'utilisateur, la personne âgée comme telle qui doit l'utiliser au quotidien, mais aussi l'acceptation par le proche aidant qui est souvent impliqué. Puis ça, c'était la phase que je vous dirais qui était importante. Je vais vous donner un exemple. On a réalisé qu'en faisant traduire des langues, on avait une cliente italienne, par exemple, qui on a fait traduire l'horloge en italien, elle se l'est appropriée. C'était rendu son horloge, c'était son outil, parce que c'était en italien, ça revenait à ses origines, ça faisait réfléchir, fait que c'était un sentiment d'appropriation. Un peu même chose aussi au niveau de l'expérimentation. On a réalisé que les familles, mais nous, on l'utilisait, comme vous avez vu un peu le reportage au début, au niveau de la médication, mais les familles se le sont appropriées pour envoyer des photos, se le sont appropriées pour envoyer des rappels qui vont passer, des messages, même des petits messages d'amour, des fois qu'on voyait des familles. Fait l'outil n'était pas pensé pour ça, mais ce sentiment d'expérimentation-là permet justement de créer l'appartenance. Au niveau de nous, de nos équipes au CIUS, mais c'est sûr qu'on visait un objectif. Nous, c'était simplifier, éviter les visites, d'optimiser nos services.
Puis justement, en développant avec l'équipe ici présente, le portail, nos infirmières ont pu justement regrouper toutes ces données-là. On a réalisé qu'en l'expérimentation, on devait regrouper les données d'émission. On ne pouvait pas aller voir portail par portail pour 50 usagers. Fait que ce sentiment-là a permis justement de développer même, dans le fond, la valeur ajoutée pour nos équipes de soins infirmiers dans notre CIUS. C'est sûr que là, on ne rentre pas dans les détails. On a fait plusieurs expérimentations. On a vu que des usagers, des fois, fonctionnaient mieux, d'autres fonctionnaient moins. Puis, vous pourrez poser les questions, vous allez avoir des détails par la suite. Mais c'est vraiment cette phase-là qui a permis, justement, cette expérimentation-là qui a permis de peaufiner l'utilisation de l'horloge. Merci beaucoup. Ça montre bien que donc, cette expérimentation terrain va montrer d'autres besoins réels et ça fait aussi bien le lien avec ces microcycles, ces retours éventuels en arrière, cette envie de parler tout de suite avec tout l'écosystème que vous avez déjà nommé. On arrive déjà à la 5e étape, implanter. Quels sont les défis et les bonnes pratiques pour implanter ces technologies chez les personnes aînées? Comment cela se passe-t-il concrètement? Dans un premier temps, on avait identifié la clientèle qui répondait bien à la technologie qu'on allait apporter dans leur domicile. Ensuite de ça, on devait, personnaliser notre approche pour chacun de nos clients. Il n'y a pas une formule qui fonctionnait avec tout le monde. Chaque trouble cognitif avait une personnalité différente. Dans un premier temps, les gens étaient un petit peu réticents. Ils ne voulaient pas de la technologie dans leur domicile. Ils se demandaient comment ils allaient fonctionner avec leur appareil. Et puis, en prenant le temps d'expliquer et puis de faire des pratiques avec eux, on leur laissait, puis on faisait une visite le lendemain. Dans la majorité des cas, c'était un succès. Les gens appréciaient beaucoup leur horloge. On a eu plusieurs succès, différents types de personnes. On en a avec la déficience physique, des troubles cognitifs avancés, des proches aidants qui étaient très, très, très épuisés, dont l'horloge est venue les aider. Je pense, par exemple, à un monsieur qui s'occupait de sa conjointe, puis il était en pleurs parce qu'il oubliait tout le temps de donner les médicaments à sa conjointe parce qu'il était débordé avec d'autres tâches comme un changement de culotte, l'accompagner parce qu'elle sortait tout le temps de la maison tout seul, la ramener à l'intérieur. Donc, avec l'horloge, ça l'a aidé à recadrer un peu sa médication, puis ça l'a enlevé un poids sur ses épaules. Les proches aidants qui sont à distance, ça va enlever aussi un poids sur leurs épaules parce qu'au lieu de prendre le téléphone, d'appeler, puis est-ce que tu as pris tes médicaments? Est-ce que tu as pensé à barrer la porte? Mais l'horloge peut le faire pour eux, ce qui fait qu'eux, ils peuvent prendre le téléphone pour avoir des échanges, des contacts humains, de profiter des derniers moments avec leurs personnes aînées. Ensuite de ça, on a un patient que lui, il a Parkinson, il avait des médicaments 10 fois par jour. On pensait l'héberger parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers de payer pour l'administration de ces médicaments. Le CLSC ne pouvait pas desservir autant de fois par jour pour aller administrer les médicaments. Alors, avec le pilulier connecté et l'horloge, on a réussi à... on a fait une entente aussi avec la pharmacie pour remplir les piluliers. On a réussi à tout programmer ces 10 alarmes par jour avec 2 livraisons de la pharmacie. Puis, monsieur, aujourd'hui, qui avait beaucoup de difficultés à parler, qui tremblait beaucoup, retrouvait une certaine autonomie. Il m'a appelé la semaine dernière, puis il avait la voix très claire. Il me parlait bien. Alors, je vois que le fait qu'il a pris ses médicaments de façon adéquate, ça l'a vraiment aidé. On a une autre situation aussi d'une cliente qui était très, très, très anxieuse. Elle attendait le livreur de la pharmacie assis sur le bord de la porte, puis elle ne bougeait pas de là tant qu'il n'était pas passé. Alors, on est allé à domicile, on lui a présenté l'horloge, elle ne voulait rien savoir, elle était très anxieuse, elle ne voulait pas s'en occuper. J'ai dit, on va s'occuper de tout ce que vous avez à faire, vous, c'est de faire ce qui est écrit sur l'horloge. Puis j'ai dit, je vais la mettre dans votre salon, vous allez voir l'heure, c'est juste une horloge, vous n'avez pas à vous en occuper. Puis on a mis le rappel de la pharmacie. Au bout de 2 semaines, elle avait arrêté d'attendre le livreur de la pharmacie sur le bord de la porte toute la journée. Puis elle nous a demandé une 2e horloge pour ses médicaments. Donc, je pense qu'on en a beaucoup d'histoires comme ça. Puis, je pense que je pourrais aussi vous conter la première horloge qu'on a installée. J'ai une dame de 99 ans. Quand que son fils a envoyé une photo de lui en vacances, elle est venue les yeux tout pleins d'eau. Elle était vraiment heureuse, elle voulait lui répondre. Je pense que c'est ça. C'est vraiment toutes des illustrations qui nous montrent que ça humanise vraiment le soin, que ça permet de laisser de la place à des moments plus vrais et que c'est une façon de prendre soin de nos aînés. Et tout ça, toute cette implantation, toutes ces petites histoires de vie que vous pouvez vivre,
ça se fait en étroite collaboration, en communication avec l'entreprise. Qu'est-ce que cela permet, Valérie? Bien oui, absolument. C'est tellement important, cette phase-là, d'implanter. On avait une cliente qui utilisait comme ça le pilulier, puis quand on a interviewé la personne âgée, elle a dit « Ah, c'est le fun, maintenant, je me trompe plus. » Tu sais, ma fille, elle venait, là, puis je sais que je m'étais trompée. Puis là, on se rend compte, tu sais, son besoin, elle n'avait pas envie de se tromper, elle n'était pas contente de se tromper tous les jours. Puis là, dans la relation avec sa fille, ça l'a changé. Ce que je veux dire sur la partie implantée, puis s'il y en a d'entre vous qui font des projets pilotes qui sont en lien avec des entreprises, pour l'entreprise, ça peut être facile de penser que ton produit est fini après R&D. Souvent, c'est là que tu as investi le plus d'argent, tu as fait le problème, tu as validé sa pertinence, tu as fait de la recherche et développement, tu es vraiment excité que quelqu'un l'expérimente, puis après ça, tu aimerais ça arrêter là, puis aller le commercialiser, puis le commercialiser à l'international même et tout ça. Mais la partie implémentée, elle est tellement importante, puis pour nous, c'est quasiment 50% de la réponse qui se trouve là. Puis je vais prendre un exemple qui vient de toi, Caroline. On parlait avec Caroline à un certain moment, elle dit « Bien, moi, j'ai réalisé que quand je vais le porter au domicile, je le pré-programme avant, puisque si je programme devant eux, ça cause trop d'anxiété. » Bon, bien ça, c'est un learning que nous, Eugérie, on a une responsabilité, n'importe quel autre CIUS qui implémente l'horloge, il faut aller leur dire « Programmez pas devant la personne âgée, on n'a pas besoin que tout le monde refasse le même apprentissage. » Fait que toutes des fois, c'est des petits tweaks. Des fois, c'est qui la personne responsable? Est-ce qu'on a quelqu'un de technique au service à la clientèle? Quel genre de questions les familles ont? Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut déloader le système parce que les familles pourraient nous appeler nous directement? Tu sais, c'est toutes des choses aussi. C'est là qu'on a les premiers vrais data qui viennent d'utilisateurs. Puis dans un projet pilote comme le nôtre, avec 50 personnes, c'était quand même du beau data qui sortait. Bien, de ne pas laisser assez de temps ou d'argent au niveau de la compagnie, je pense que c'est vraiment une erreur parce qu'une grande partie de la réponse se trouve là pour vraiment avoir un produit qui finalement répond aux besoins, puis aux barrières que tu ne peux pas voir en recherche et développement, les barrières humaines, les barrières administratives, les barrières justement d'implanter puis de vraiment l'amener chez la personne. Merci beaucoup. Je vais maintenant citer la personne qui est à l'origine de ce beau visuel, Cathy Malas. Elle dit « On n'innove pas pour innover, on innove pour créer de la valeur, pour créer de l'impact. » Et cet impact, on va vouloir le mesurer, c'est notre 5e étape. Quels sont les impacts qui sont observés chez les patients, patientes, les familles, les équipes de soins? Mathieu et Caroline, au CIUS de l'Ouest de l'île, qu'est-ce que vous avez mesuré? Peut-être d'entrée de jeu au niveau des impacts. Ce qui est important de dire avec la technologie, puis ce qu'on visait, ce n'était pas de diminuer l'interaction humaine via la technologie. Je pense que ça, c'est clair, peut-être le mettre d'emblée. Notre technologie venait mesurer les impacts, mais pas nécessairement en enlevant toutes les interactions humaines. Quand je parle au niveau des impacts, nous, comme on l'a présenté au courant des discussions, il y a 3 volets. Comme on dit, il y avait le volet la personne âgée elle-même, les proches aidants, puis l'équipe du CIUS. Au niveau de la personne âgée comme telle, l'impact, oui, elle le voit, mais comprenez que d'avoir une personne qui vient, puis même plusieurs personnes qui viennent jusqu'à 3-4 fois par jour donner le médicament, c'est un facteur très anxiogène. Fait que de fait de pouvoir le réduire à 1 ou des fois à sauter une journée ou peu importe selon le plan qu'on avait, a amené un gain positif d'impact. Les personnes âgées nous l'ont dit, ils ont eu un taux de satisfaction de 88% malgré un léger déficit cognitif. Ça créait ce stress-là. Pour les proches aidants, mais au contraire, encore mieux, eux l'utilisaient, comme je vous ai expliqué tout d'emblée, ils se sont appropriés l'outil pour l'utiliser pour d'autres choses, des photos, des messages, des rappels. Fait que ça a été un plus. Puis voyant ça, moins d'impact, moins aussi de pensée, moins de vigilance, parce que la proche aidant est toujours à l'affût de dire « Y est-tu passé le CLSC de ces médicaments? Y était-tu à l'heure? Y était-tu ça? » Fait que là, il peut même voir si l'horloge a été pris, puis on sait qu'ils ont fait une visite plus suivie, que ça diminue ce stress-là. Mais il ne faut pas oublier aussi des impacts. Pour qu'un CIUS comme nous mette en place un projet, malheureusement, il faut qu'il y ait un gain, oui, de qualité, mais un gain financier derrière ça. Nos budgets sont limités. On veut pouvoir déployer des services. Fait que notre objectif, nous, avec ça, c'était, comme je l'ai dit un peu dans la vidéo, on a sauvé peut-être 100 000 sur un projet qui a duré 7 mois, mais concrètement, je vous dirais, l'impact était pratiquement sur 3 mois. Mais l'objectif, les services qu'on n'a pas rendus, mais ont été donnés à d'autres usagers pour d'autres besoins à laquelle il n'y a pas de besoin technologique. Fait que nous, gros enjeu, parce que ça nous permet d'augmenter et d'offrir plus de services dans un besoin qui est, entre vous et moi, en soins à domicile, presque infini. C'est vraiment impressionnant. Puis peut-être, c'est ça, au niveau de nos infirmières aussi, la notion, le développement, portage, gestion à distance, ça vient aussi de se valider. Puis, je vous dis, un impact très mineur qu'on a réalisé avec le produit.
on était capable, à cause que l'horloge est connectée, on avait des alertes pour des pannes électriques. Fait qu'on pouvait identifier nos territoires quand il y avait des pannes électriques, puis quel usager allait voir, parce que l'horloge, on voyait les secteurs de panne, on peut aller voir sur les sites d'Hydro, puis là, on dit, OK, on va faire des visites de ces gens-là, on a une panne en cours. Fait que, c'est un impact qu'on n'a même pas pensé au début, mais qu'on a utilisé pour un autre volet qui était très pertinent. Fait que c'est un peu, je dirais, les impacts qu'on a eus là, au niveau du projet. Au niveau des impacts cliniques, ce qu'on voit, c'est qu'on a redonné l'autonomie à la personne âgée. Chez certains de ces bénéficiaires-là, on allait administrer les médicaments jusqu'à 4 fois par jour et on leur a redonné leur autonomie. Puis ça, je crois que ça n'a pas de prix. C'est comme une grande valeur que de retrouver leur autonomie. Ça allège aussi le fardeau de proches aidants. Ils peuvent plus prendre le rôle de membre de la famille. Ça a augmenté la communication interdisciplinaire entre nous parce que tous nos intervenants sont jumelés à l'horloge travailleur social. On peut jumeler nos ergos, les infirmières. On peut avoir un contact avec le patient directement avec l'horloge. On a le contact avec la famille aussi. Donc, c'est interdisciplinaire plus familial. Donc, ça nous permet vraiment de tisser des liens. Ensuite de ça, je crois que c'est tout. Ça fait donc des impacts positifs pour tout le monde, pour le personnel soignant, pour les patients, patientes, pour les familles, et puis des impacts surprises comme être plus au courant que Hydro-Québec des pannes d'électricité. On va déjà arriver à notre dernière étape, donc notre public peut commencer à se préparer pour vos questions. Mais donc, on arrive au bout du cycle et on sait bien que ce n'est pas vraiment la fin. Hein. Ça va continuer après ça. Mais on veut pérenniser, valoriser notre projet. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur chez Eugéria. Oui, absolument. Fait que là, moi, ici, j'ai envie de parler tactiquement, prochain produit, comment on pense à améliorer ce produit-là. Mais j'ai envie aussi de vous faire rêver aussi parce qu'avec l'intelligence artificielle, c'est la première fois qu'on peut s'imaginer de compenser pour la cognition, puis pas juste monitorer la cognition. Fait que je vais y aller en premier, fait que j'ai 3 aspects. Mais premièrement, le prochain produit qu'on sort, on vient de le sortir il y a 3 semaines, c'est le pilier connecté à l'horloge. Donc, ce que je vais utiliser ici, c'est qu'on sait que dans le trouble neurocognitif, il y a beaucoup de produits qui existaient sur le marché qui monitoraient la personne. Donc, on monitore que la personne n'a pas pris ses médicaments, mais on ne l'aide pas à prendre ses médicaments. Puis souvent, je prends l'exemple des marchettes. Les aides techniques à la marche t'aident à marcher. Une aide technique à l'audition, ça t'aide à entendre. Puis des lunettes, une aide technique à la vision, ça t'aide à voir. Mais dans le cognitif, les aides techniques à la cognition, historiquement, monitoraient que tu n'avais pas fait quelque chose, alors que nous, on veut compenser pour t'aider à faire l'action. Et pour ça, on sait qu'il y a des moins bonnes journées, il y a des meilleures journées. Puis si on traite chaque journée de la même façon, bien, c'est là qu'on risque d'avoir quelqu'un qui va débrancher l'appareil quand il y a une bonne journée. Donc, l'intelligence artificielle, pour la première fois, peut nous faire rêver, en fait, d'adapter le produit en fonction des journées de la personne, en fonction des stades de la personne. Puis là, on commence avec un pilier connecté. La deuxième chose que je dirais, c'est ça, c'est cette partie-là de vraiment de compenser. Fait que nous, on s'imagine des choses même dans l'errance, au niveau même des gens qui ont un appareil auditif. Imaginez si un jour, ton appareil auditif peut traduire l'accent de quelqu'un automatiquement. Fait que là, tout d'un coup, tu attends dans ta langue maternelle alors que quelqu'un te parle. Toutes des choses comme ça qu'on ne pouvait pas s'imaginer avant l'intelligence artificielle. Et le troisième aspect que je dirais dans pérennité et valoriser, c'est, bien là, nous, on se bute à ça présentement, Eugéria, c'est à quel point chaque système, chaque région, chaque province, chaque pays est différent. Et là, entre autres, pour notre horloge, bien, déjà, au Québec, c'est différent. On rentre dans le marché australien, la façon qu'ils font les soins à domicile, complètement différent. Puis en fait, c'est qu'on retourne à implanter. La personne, elle a la maladie d'Alzheimer, elle est la même personne environ un peu partout dans le monde. Ses besoins sont quand même similaires, mais le système dans lequel elle est vraiment différent. Puis c'est pour ça que je dis que 50% de la réponse est dans implanter. Donc, bien, on vient de signer en fait notre distributeur australien ce matin. Puis en Australie, bien, au niveau de la cognition, ils sont quand même très avancés dans qu'est-ce qui est offert. Mais on retourne en phase implantée. Fait qu'on va rentrer dans le marché australien avec des projets pilotes parce qu'il y a probablement culturellement des choses qu'on n'a pas dans l'horloge qu'on va devoir faire si on veut vraiment avoir du succès, puis aider, puis avoir de l'impact là-bas. Donc, je dirais, c'est ça. Pérenniser, valoriser, souvent, il faut retourner à implanter, surtout quand on va dans du géographique, parce que chaque géographie est quand même assez différente, puis culturellement différente.
Félicitations pour cette belle étape. Et puis, ça montre la force d'un écosystème, le communiquer et vraiment partager les informations. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. Docteur Nguyen, est-ce que vous voulez compléter sur cette dernière étape? Valérie a dit beaucoup. Si je prends peut-être la lentille un peu clinique, redire ce que tu as dit, mais d'une perspective peut-être plus clinique, on a parlé de l'horloge initialement, c'est de l'orientation. Mais l'orientation temporelle est quelque chose d'extrêmement important pour la réalisation de nos activités nécessaires à l'autonomie. Puis ça, clairement, l'orientation temporelle est quelque chose qui est très atteint dans la maladie d'Alzheimer et, comme clinicien, là, quelque chose de très sensible. Quand ton temps, c'est quelque chose que tu perds. Sauf que la maladie d'Alzheimer et les autres troubles cognitifs évoluent dans le temps. Donc, pour que quelque chose ait de la valeur, continue à avoir de la valeur, tu ne peux malheureusement pas être le même produit, la même solution pour les 5 prochaines années et espérer que ce même produit fait de la même façon va continuer à fonctionner. Je dis souvent que la maladie d'Alzheimer, c'est comme un genre d'élastique. Okay? On ne sait pas exactement la vitesse de progression, mais on sait grosso modo la séquence, c'est-à-dire, bon, la conduite, le travail, c'est plus difficile. Disons, après ça, la cuisine, les médicaments, les finances. Après ça, tranquillement. Fait qu'il y a quand même une séquence prototype. Et avec ça, ça ouvre la possibilité qu'on veut pérenniser une solution de soutien à l'autonomie, pas juste de compensation, de développer, d'adapter, de rajouter. Fait que je pense que c'est un peu l'idée d'avoir un pilulier en plus de juste l'horloge. Éventuellement, la maladie peut avancer, on peut faire de l'errance, fait quelque chose qui peut suivre la personne à l'extérieur de la maison. Puis tout ça, mais il faut que ça soit un écosystème. Tu sais, ces produits-là existent, mais ils n'existent pas de façon commune. Et quand on pense à pérenniser, bien encore là, il faut que ça se parle pour que ça suive la personne et qu'à chaque étape, il ne faut pas tout recommencer pour le proche aidant. Je ne parle pas pour le cycle de l'innovation, mais le proche aidant ou les travailleurs de la santé avec le manque d'intégration, on a comme l'impression qu'il faut toujours recommencer. Puis bah, je pourrais dire quelque chose comme on n'a pas le loisir de recommencer parce qu'on n'a pas assez de ressources et les ressources sont limitées. Fait que peut-être, reprenons ça cliniquement. Il y a 2 dimensions qui rendent le cycle d'innovation particulièrement pertinent, puis la notion de cycle, c'est que chaque personne est unique, la personne évolue dans le temps, mais en même temps, si tu développes un produit pour une seule personne à un seul moment, tu n'as pas de modèle d'affaires, puis ça ne se généralisera jamais. Fait que la solution, puis peut-être que l'IA, en fait, je suis convaincu que l'IA a quelque chose à offrir, c'est que cette solution-là soit adaptable, et donc, elle permette d'être individualisée, personnalisée, mais c'est la même solution pour plein de gens. Et donc là, il y a une manière de rendre ça à échelle, bien honnêtement, d'avoir les ressources nécessaires pour développer cette solution-là et de la commercialiser. Et l'horloge l'illustre très bien. C'est un produit simple initialement, mais vous avez réussi à le rendre très personnalisable, à ce que les personnes puissent proposer multiples utilisations possibles. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions? Et peut-être que j'amènerais dans la pérennisation l'enjeu. Puis là, je parle au niveau d'un volet gestion. Je pense qu'au niveau du Québec, on va devoir se doter de stratégies pour justement pérenniser. Voyez-vous, on a fait un projet. Le projet, on essaie de le déployer. On a plusieurs collègues. Il va falloir se doter d'outils, de stratégies pour justement avoir les succès de ces produits-là. Puis je pense que ça donne un exemple, mais il y a plein d'autres produits dans d'autres domaines au niveau de la personne âgée qu'on va devoir mettre de l'avant puis le pérenniser. Mais quand je parle de pérenniser, je parle de le pérenniser, mettons, sur notre population. Comme il dit, ils s'implantent en Australie sur des stratégies d'affaires, de déploiement. Là, on est en stratégie comme... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Nous, l'horloge, on l'a déployé, puis on continue de le faire parce qu'on est allé chercher, puis je remercie la Fondation Grace Dart d'avoir financé une partie là, du produit qu'on continue d'acheter, qu'on déploie actuellement. Fait qu'il va falloir qu'on se dote de stratégies pour un plus grand déploiement, parce que, par exemple, ce produit-là, moi, j'ai eu plein d'intérêts de plein de CIUS du Québec qui, eux, un peu comme nous, cherchent des moyens d'aller chercher là, Puis on s'entend, là, ce produit-là coûte presque rien. Là. Une horloge, je ne sais pas, vous êtes plus spécialiste que moi, mais coûte 300 $ avec les liens de connexion. Ce n'est pas des coûts astronomiques pour l'efficacité autant humaine que le gain financier qu'on retient au niveau des CIUS. Fait que je pense que ça va être dans les projets de se doter de comment on fait pour pérenniser, mais de déployer ce produit-là à l'intérieur de la province. Ouais. Il y a comme une... Tu sais, c'est ça, des fois, je me dis, c'est qui la personne qui a approuvé la marchette à la RAMQ? Bien là, il va falloir qu'on soit plus rapide à approuver les nouvelles technologies. Dans les aides techniques à la cognition, c'est un volet dans lequel il n'y a presque rien d'approuvé, mais il va falloir cette agilité-là, sinon on va être dans 5 ans. On va avoir des solutions comme ça qui vont avoir été testées, mais dans le pérenniser, c'est vrai que cette partie-là va être très importante.
Et comme ça, quand on sera tous rendus à cette période-là, on pourra utiliser toutes ces technologies. Il ne faut pas attendre, faut le faire tout de suite parce que... C'est maintenant. On va passer à la période de questions. S'il y en a dans la salle, je vous invite à vous lever, à vous présenter et puis à poser votre question. Et je vais regarder si j'ai des questions en ligne. Oui. Vous pouvez vous lever, aller au micro, comme ça les personnes en ligne nous entendront. Wow. Ça fait concert. Oui, bonjour, moi c'est Laurine, je suis spécialiste en intelligence artificielle pour des projets à impact comme ce genre de projet-là. Merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était super clair et pertinent. Moi, j'avais peut-être une question, dans le sens, moi, mon grand-père a Alzheimer, puis j'aurais bien aimé qu'il ait votre horloge connectée, là. Je pense que ça aurait été très intéressant. Mais je sais que vers la fin, peu importe qu'est-ce qu'il aurait pu lire, il ne comprenait plus rien. Donc, moi, ma question, c'était, est-ce que vous avez été capable, dans la partie impact, de quantifier combien de temps ça leur rajoute en autonomie, genre? C'est une bonne question, puis la réponse, je te dirais que c'est du cas par cas, parce que ça dépend de l'évolution de la maladie pour chacun. Il y en a qui ont l'horloge à domicile depuis le début du projet, ce qui est comme 2020. Oui, un an, oui, c'est ça. Qui l'utilisent encore, qu'on ne voit pas de détérioration ou une détérioration très lente. Puis il y en a d'autres pour qui ont bénéficié de l'horloge pour une période de 3 mois, 4 mois, mais que la maladie évoluait trop vite. C'est vraiment circonstanciel, puis c'est vraiment, chaque client, c'est différent. Puis peut-être rajouter ce que Caroline disait aussi, c'est au niveau du délai, on avait comme je dis, de 3 ans à 1 an d'usagers qui l'utilisaient. Puis nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est pas important combien de temps on l'utilise. Si on l'utilise 3 mois, mais c'est 3 mois d'autonomie de plus pour la personne âgée qui utilise ça. Fait que ça, c'est un gain significatif. Puis je veux aussi ramener le point que on faisait aussi, selon l'usager, certains filets de sécurité. On n'a pas été dans les détails du projet, mais dans certains cas, comme j'expliquais, on enlevait 4 visites par jour, mais dans d'autres cas, on en maintenait une. On faisait une visite quand même de sécurité parce qu'on voulait s'assurer que l'outil fonctionne. Notre objectif, c'est pas de réaliser que la personne âgée ne prend pas ses médicaments. Fait que, on n'enlevait pas l'aspect humain derrière l'approche. Fait que, selon l'individu, on le maintenait. Fait que, là, on n'a pas beaucoup de données pour dire combien de temps, mais à date, notre phase primaire, c'est entre 3 mois et 1 an. Là. Puis si je peux rajouter rapidement, on s'est fait contacter par des maisons des aînés pour voir si on pouvait mettre l'horloge à la sortie des ascenseurs, mais plus au niveau des repas. Qu'est-ce qui va être servi aujourd'hui, situer la personne dans le temps. Puis là, on regarde, est-ce que c'est plus des pictogrammes? S'il y avait un pictogramme du spaghetti, est-ce que... Parce que des fois, c'est ça, la personne, si elle ne cuisine pas, elle ne sait pas quelle heure il est, le repas arrive, c'est un peu difficile d'avoir faim. Tu as besoin de cue, tu as besoin de savoir un peu comment tu te positionnes dans l'espace-temps. Fait que ça, c'est un aspect sur nous, là, de voir est-ce que l'horloge, on peut l'amener dans des troubles plus avancés pour des besoins différents que la prise de médicaments. Fait que c'est des choses en ce moment qu'on a arrêté. Question intéressante, fait qu'on va être les 4 à répondre. Le petit point que je rajouterais aussi, c'est que le grand défi, puis vous le mentionnez vous-même, votre grand-père, vous vous dites « Ah, on aurait aimé qu'il en ait besoin ». Puis en fait, l'identification du besoin fait partie de l'innovation quasiment. Là. Ce que je veux dire par là, c'est le produit existe depuis un certain temps, mais souvent les gens viennent à s'en servir plus tard dans la maladie que le premier moment où il aurait pu être bénéfique. Et ça, c'est une façon de prolonger la durée d'utilisation, en plus d'aller plus loin dans la maladie. Et donc, c'est très, très difficile de répondre à la question parce que les gens, c'est un peu comme quel est le pronostic du post-diagnostic de maladie d'Alzheimer. La vraie réponse, c'est que ça dépend de quand est-ce qu'on te l'a diagnostiqué dans ta maladie elle-même et de toutes les autres variables. Mais d'une perspective d'innovation, je pense qu'il faut déployer plus d'énergie à rejoindre les gens dès que ça peut commencer à être utile et pas attendre, disons, le contact avec le médecin avec tous les délais qu'il y a malheureusement pour suggérer le produit ou l'ergo ou les soins à domicile. Fait qu'on travaille quand même, on essaie de réfléchir à comment on peut prolonger, mais prolonger donne l'idée de postérieur, là, mais de antéloger, je ne sais pas si c'est pas un mot, là, mais faire ça. On a une deuxième question dans la salle. Ah oui, est-ce qu'il y a des questions en ligne en premier ou non? Bon, OK, je peux y aller. Donc, bonjour, Nathalie Meyerhofer, adjointe directrice à l'enseignement ici, mais aussi fondatrice de l'école de l'IA en santé. Donc, vous me voyez venir.
Avec l'IA vient des opportunités fantastiques, mais le revers de la médaille, c'est qu'il vient aussi des risques associés également. En fonction de vos différentes perspectives, qu'est-ce qui pourrait être fait pour justement minimiser ces risques-là et amplifier les bénéfices? Donc, à titre d'exemple, on sait que les personnes aînées, les données associées sont sous-représentées beaucoup dans les bases de données d'IA. On sait qu'au niveau de l'IA, ça peut générer beaucoup de craintes. Donc, comment verrez-vous, qu'est-ce que vous metteriez en place pour déjà aider à minimiser ces risques-là associés? Je peux me lancer. Merci pour la question. La question de la représentativité des données est une question qui me tient à cœur, me turlupine, parce que même en dehors de l'IA, c'est la même question. Hein, c'est-à-dire nos études randomisées contrôlées, les études sur lesquelles on s'appuie pour recommander, approuver des médicaments, n'incluent pas nécessairement la population plus âgée, plus vulnérable. Et encore moins quand on rajoute à ça niveau social-économique puis origine ethnique, là. Donc, là, certainement. Fait que le risque, comme dans toute recherche, de ne pas inclure les bonnes données et de prendre des décisions sur les données de d'autres est très importante. Je vais aussi sortir un risque auquel on s'imagine moins, c'est qu'à partir du moment où on prend des décisions sur l'IA, puis on utilise l'IA pour prendre des décisions, il y a comme pas une tautologie, là, mais un cycle qui peut s'inscrire où l'IA te dit quoi faire, tu fais ce que l'IA dit, fait que l'IA a raison. Ça, dans le domaine de la personne âgée, là, c'est très, très difficile. Parce qu'à partir du moment où on condamne quelqu'un à « il n'y a plus rien à faire », c'est souvent ce qui va arriver, mais tu ne sauras jamais si tu avais une machine à remonter dans le temps, si tu aurais pu faire différent. Puis l'IA, parce qu'elle est très convaincante, quand on fait ChatGPT, on est convaincu, des fois, on peut peut-être ne pas se reposer cette question-là. Fait que puis en plus, elle est très boîte noire, là. Encore la question, le problème classique de l'IA. Fait que c'est à développer, puis après ça, je suis toujours je suis très ambivalent. Là. Fait que l'autre côté, c'est la pire chose qui pourrait arriver, puis c'est peut-être mon propos le plus c'est qu'on n'utilise pas l'IA chez la personne âgée. Puis c'est un peu mon impression, c'est qu'on déploie l'IA pour des jeunes qui vont bien, on perturbe des choses qui n'ont pas vraiment besoin d'être perturbées, mais on ne perturbe pas, on disrupt, là, en anglais, on ne disrupt pas là où on en a besoin, c'est-à-dire les besoins des personnes âgées. Peut-être que j'ajouterais, au niveau de l'IA, ça n'enlève pas nos équipes de soins, nos évaluations, nos tournées. La technologie vient en support à améliorer l'autonomie, mais n'enlève pas le rôle, par exemple, de Caroline d'aller évaluer la personne âgée à domicile, de voir son évolution, de voir s'il y a des changements. Fait que je pense qu'il ne faut pas... moi, je le vois comme un outil en supplément pour nous aider, mais le rôle de l'intervenant, de l'équipe inter, demeure au centre là, de l'intervention. Et est-ce qu'il pourrait y avoir un cercle vertueux avec l'utilisation de projets comme le vôtre? Ça crée plus de données et donc on va pouvoir en avoir plus. Moi, c'est ça que j'allais dire aussi. C'est pour la personne âgée, je dirais pas nécessairement c'est l'intelligence artificielle derrière l'horloge. À la fin, l'horloge, comme tu le présentes, elle te dit l'heure, la date, il y a un post-it. Puis à la fin, même quand l'intelligence artificielle n'existait pas, on était capable de runner des algorithmes, puis de prendre des données, puis d'en faire la recherche. Fait que là, c'est accéléré. Le outcome est la même pour la personne âgée. C'est juste que là, on peut faire plus. Il y avait une recherche qui montrait que quand tu disais à la personne âgée, voici un téléphone, il est intelligent, il est connecté, tout ça, elle ne le veut pas. Puis si tu dis ça, c'est le même téléphone que tu as toujours eu, mais il y a une fonctionnalité de plus, là, puis c'est une fonctionnalité assez intéressante. Là, elle le veut. Fait que c'est aussi dans comment on va présenter ça. On n'est pas obligé de le faire sentir comme c'est la plus grande technologie du monde. Ce n'est pas nécessaire, selon moi. On va encore prendre une question dans la salle et puis j'en ai deux en ligne. Oui, bonjour. Je trouve que vous avez un outil super intéressant et je vous souhaite une bonne continuité. Et ça m'amène à vous demander, dans une autre ordre d'idée, est-ce que cet outil-là pourrait être ajusté avec les gens qui souffrent de l'autisme? C'est une excellente question. On se l'est fait demander quand même assez souvent. Pour l'instant, on a développé l'horloge vraiment au niveau de la maladie d'Alzheimer. On s'est fait demander au niveau du spectre de l'autisme de gérer sa journée, gérer ses activités. Puis aussi, on avait des hypothèses au niveau de la santé mentale. Mais ce qu'on s'est rendu compte dans le projet pilote, entre autres, c'est qu'en santé mentale,
quand quelqu'un ne prend pas sa médication, c'est pas nécessairement pour la même raison que quelqu'un qui a un trouble neurocognitif. Fait qu'on aurait besoin de faire plus de recherche et développement là-dessus pour aller, peut-être changer le visuel, les couleurs, c'est peut-être pas les mêmes, la façon que le rappel est fait, c'est peut-être pas le même, mais au niveau de se repérer dans l'espace-temps ou d'organiser sa journée ou d'avoir une meilleure adhérence à ses médicaments, ces besoins-là sont présents en santé mentale et au niveau du spectre de l'autisme, oui. Ça rejoint assez bien une question en ligne qui était: à quelle autre patientèle croyez-vous que l'horloge pourrait être pertinente? Est-ce qu'il y en a encore d'autres qu'on n'a pas citées? Oui, déficience intellectuelle aussi, au niveau, c'est justement là, des AVQ, c'est ça? Activité de la vie quotidienne. En tout cas, se brosser les dents, après ça, tu te peignes, après ça, tu sais, de structurer la journée comme ça, on se les fait demander dans ces contextes-là aussi de déficience intellectuelle. Puisque la question, d'une perspective de design, c'est ça, puis ça revient à la question un peu de l'éthique et des risques de l'IA, là. Plus tu développes pour des maladies différentes, plus il y a des trade-offs qui me viennent en tête, là, mais plus il y a des choix à faire, des arbitrages, on va dire ça comme ça. Puis là, la question, c'est à partir de quand ton arbitrage va amener plus à tous ceux que tu vas desservir, ou au contraire va tellement pénaliser un groupe que on fait l'autisme, mais là, finalement, ce qui marche dans l'autisme ne marche pas dans la maladie d'Alzheimer. Et donc là, on pense qu'on fait du bien, mais à la fin, on vient de diminuer la performance, si on prend les termes IA, dans un groupe. Donc, c'est vraiment pas évident. Pour l'instant, l'IA peut pas... C'est un gut feeling, c'est du développement, c'est de la recherche et des cycles dont on parle, mais c'est toujours le danger à chaque fois que quelqu'un nous vient avec une idée, chaque fois que quelqu'un me dit « rajoute ça, ça sera pas compliqué », il faut comme intégrer tout ça et déjà penser aux divers arbitrages et aux gens mécontents qui vont nous dire « mais pourquoi tu as fait ça, ça ne m'aide pas », même si ça a aidé quelqu'un d'autre. Disons, une langue qu'on traduit, ça, très peu de risques, la personne choisit, puis ça rejoint un peu analogiquement l'IA. Hein. L'IA a cette capacité assez extraordinaire d'être n égale 1 dans tellement de situations. Mais c'est juste comment on trouve les données pour y arriver. Mais c'est ce qui me vient en tête de plus que c'est les mêmes besoins à un niveau, mais pas à tous les niveaux. Je vous amène là, dans notre partie stratégique de l'entreprise. Là. Nous, on trouve qu'il y a tellement à faire dans le trouble neurocognitif qu'on en a pour un autre 5 ans. Mais on sait qu'éventuellement, on va peut-être avoir un Y. Est-ce qu'on va vieillissement? Puis là, on regarde les autres problématiques dans le vieillissement, ou est-ce qu'on fait cognition? Puis là, on regarde les autres, la neurodiversité de d'autres conditions. Puis on a l'impression que dans 5 ans, Ingéria va avoir une décision à prendre entre les deux, parce qu'il y a des besoins dans les deux. Mais pour l'instant, on va être très occupé en troubles neurocognitifs pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup. On a vraiment des questions passionnantes. Merci beaucoup pour votre participation. On en a encore une, ce sera la dernière. Oui, bonjour, moi c'est Ophélie. Bon, moi, je suis chimiste de profession. J'avais fait ma maîtrise sur la maladie d'Alzheimer, donc c'est aussi pour ça que je suis venue. Et en fait, vous venez de répondre un peu à mes questions, à savoir, est-ce que vous allez vous concentrer uniquement sur la maladie d'Alzheimer, ou par exemple sur la maladie de Parkinson, ou sur des troubles psychiatriques, et savoir, par exemple, est-ce que vous allez vous arrêter uniquement sur votre... technologie, ou si vous allez aller plus loin, par exemple avec des casques de réalité virtuelle qui est en train de se développer petit à petit. Enfin, c'est quoi un peu vos ambitions pour ces 5-10 prochaines années? Et aussi, je voulais juste dire merci de mettre un peu d'humanité dans tout ce qui est les IA, parce que ça manque cruellement et on a l'impression qu'on va plus remplacer l'humain par des machines, et là, j'ai pas l'impression que ce soit votre cas, donc c'est vraiment cool. Merci. Je le ramènerai un peu au cycle d'innovation dans le sens que, oui, on s'imagine d'autres produits, on s'imagine d'autres problématiques. Au niveau des autres atteintes, mettons la maladie de Parkinson ou d'autres atteintes cognitives, ça, je dirais c'est avec des partenaires terrain qu'on va aussi peut-être réaliser. Pour un start-up, c'est facile de regarder un cas, puis là, de dire, OK, moi, je vais faire ça, mais si le marché n'est pas assez grand, à la fin, ton impact, ça va être vraiment difficile de faire décoller l'innovation, de la commercialiser. Puis je pense que quand on trouve des partenaires terrain comme le CIUS ici dans des projets, c'est de dire, c'est quoi le prochain cas? C'est vers eux que je me retournerais. Puis c'est comme, ça serait quoi le prochain cas où est-ce que l'impact peut être significatif? On le sait pour avoir parlé à beaucoup de policiers qu'au niveau de l'errance, le coût de l'errance en ce moment en Amérique du Nord, c'est massif. Les appels par jour, on avait parlé à la Montérégie, la Sûreté du Québec en Montérégie,
c'est des centaines de milliers de dollars en ce moment qui va là. Bon, ben peut-être que c'est cela. Mais on va y aller par le besoin qu'on entend du terrain. Puis je pense que pour revenir au cycle d'innovation, trouver le besoin et l'idée, là, retourner au step 1, c'est probablement de là qu'on va repartir, oui. Peut-être, nous, aussi à domicile, je pense que ça, les besoins sont grands. Eux, une compagnie, on pense de plus en plus, on nous parle de télémétrie, comme vous avez nommé, de lunettes HoloLens, faire des évaluations à distance, que le médecin pourrait être plus loin. Je pense que le développement, nous, je le vois, moi, très large dans notre équipe, mais je pense qu'il y a plein de volets, plein d'actions, puis il y a plein de prochains essais à faire, des essais cliniques à faire. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça amène les résultats qu'on veut? Je pense qu'il y a beaucoup de développement. C'est un peu ça que je dirais, là. J'ai beaucoup parlé de qu'est-ce que ça change. Tu prends un scénario, tu le joues, puis tu prends un autre scénario, puis tu le joues, qu'est-ce qui arrive? Je pense que moi, ce qui m'allume dans ça, c'est cette idée de compenser et donc de permettre, d'autonomiser, de permettre à quelqu'un de ne pas faire ce qu'il aurait pu faire. Puis une petite parenthèse, là, idem, on a choisi ça, c'est latin, là, mais on a choisi ça entre autres parce que ça veut dire la même chose. Donc on veut que les produits ressemblent le plus possible à des produits ordinaires. Puis idem, je vais le rajouter, c'est que dans le fond, c'est est-ce que tu es capable de faire ce que les autres sont capables de faire, puis qu'est-ce que la technologie peut développer, permettre dans ton autonomisation et dans ta compensation. Fait que peut-être que personnellement, les HoloLens, moi, je n'utiliserais pas de HoloLens. Je comprends qu'il y a des problématiques pour lesquelles ça fonctionne, mais c'est peut-être pas ça le core, la mission, la vision. Merci. Merci à toi. C'était déjà une très jolie façon de conclure notre panel, de nommer cette humanité qu'on apporte. J'en ai une en ligne que j'ai envie de vous partager. Ce n'est pas une question, c'est en commentaire. Et c'est la semaine de la reconnaissance au CHUM et ça l'illustre bien. Bonjour, je suis un employé du CHUM et je vis exactement ce dont il est question dans votre travail par rapport à mon père. Juste merci de continuer votre travail car la demande est là. C'est une jolie note d'humanité qu'on a apportée. Donc merci énormément à vous pour vos questions et cet échange riche. Ce qu'on retient de notre conversation aujourd'hui, c'est que l'innovation en santé n'est jamais un chemin linéaire. C'est un cycle, parfois même une boucle avec des détours, des allers-retours et des micro-cycles qui permettent de s'ajuster en continu. On voit aussi que l'innovation ne repose pas du tout uniquement sur la technologie. Elle prend vie grâce à la collaboration pluridisciplinaire et à l'écoute attentive des besoins réels des personnes âgées, de leurs proches et des équipes de soins que nos panélistes incarnent et nous ont partagés aujourd'hui. Enfin, ce panel nous rappelle que les données et les technologies émergentes comme l'IA, l'utilisation des données, le numérique, pourront dans l'avenir amplifier cette personnalisation et donc être plus humains et soutenir encore davantage le maintien à domicile et la qualité de vie des personnes aînées de toute la population. Je tiens à vous remercier chaleureusement, Dr Nguyen, Valérie, Caroline et Mathieu, pour votre générosité et vos éclairages précieux. Je me répète, c'est la semaine de la reconnaissance au CHUM, alors je vous l'exprime avec authenticité. Merci également à toute l'équipe technique, à Simon, Pascal, Louis-Pascal, à mes collègues de l'ADEAC, ainsi qu'à vous tous et toutes, en salle et en ligne, pour votre présence et participation active. Je vous invite à répondre au court sondage d'évaluation. Vos retours sont essentiels pour améliorer nos prochains MIAM. Et on se retrouve en hiver, en février, en ligne pour un regard croisé France-Québec. Ce sera, je l'espère, aussi intéressant qu'aujourd'hui. Merci beaucoup et bon après-midi à tout le monde.